On est déjà un peu plus d'une cinquantaine. Et puis, il faut bien commencer parce que le programme est riche. Hasard du calendrier, il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, l'ARS Grand Est et le CEPIAS Grand Est organisaient un webinaire sur le moustique tigre le 5 mai 2022 à l'initiative du docteur Catherine Retzer, qui avait un temps partagé à l'époque entre le CEPIAS et l'ARS. Et déjà à l'époque, on avait évoqué que la problématique était plutôt importante. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle se soit apaisée, bien au contraire. On a bien vu à travers l'épidémie contemporaine de chikungunya à La Réunion que c'est quelque chose qui malheureusement va devenir de plus en plus prégnant, et pas forcément en Outre-mer, parce que malheureusement, les hôtes intermédiaires sont très présents et le moustique tigre est très présent dans nos régions, même les régions les plus au nord de la France. Donc on a un programme très riche. Je pense que vous l'avez sous les yeux, le programme. Rassurez-moi, je vous le remets. Un programme très riche, donc je ne vais pas parler longtemps. Juste pour vous parler du programme, donc 5 interventions, à la fois par des membres de l'ARS, des membres du CEPIAS et par une hygiéniste de Strasbourg. Donc on va commencer avec Monsieur Benjamin Vin, qui est ingénieur responsable du pôle milieu extérieur et santé à l'ARS, qui va nous parler de surveillance entomologique du moustique tigre et intervention autour des cas humains de maladies vectorielles en région Grand Est. Monsieur Vin, est-ce que vous êtes prêt? Et est-ce que Rachel, vous avez la possibilité de mettre le diaporama de Monsieur Vin ou je dois Alors, le faire? je suis prêt et je peux mettre mon diaporama. C'est peut-être mieux parce que je pense qu'il y a J'arrête, eu des... j'arrête mon partage, voilà, Ouais, j'arrête mon partage, comme ça vous pouvez partager, Monsieur Vin. La parole est à vous. et je pense que c'est... Normalement, c'est bon. C'est magnifique, ça marche. Ok. Eh ben, merci pour cette introduction. Effectivement, j'avais eu la chance d'intervenir en 2022 lorsqu'on avait fait ce webinaire. Et la situation a pas mal évolué hein, depuis 2022. On va le voir au travers de ma présentation. Donc je pense que c'est une bonne chose de pouvoir refaire ce webinaire et repartager des informations sur ce sujet. Donc je me présente rapidement. Benjamin Vin, je suis ingénieur du génie sanitaire. Je travaille au siège de l'ARS et je suis notamment en charge du pilotage des missions de l'ARS en matière de surveillance du moustique tigre et d'intervention autour des maladies vectorielles que sont la dengue, le chikungunya et la maladie à virus Zika. Donc je passe très rapidement sur le sommaire. Je vais redonner des éléments de contexte régionaux et puis je vous parlerai des missions de l'ARS en matière de surveillance et de lutte et les actions d'accompagnement des établissements hospitaliers qui sont proposés et financés par l'ARS. Alors, je rappelle quand même des éléments de contexte sur la biologie du moustique parce que ce qui est une évidence pour nous qui travaillons sur le sujet au niveau de l'ARS, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, le moustique tigre, de son nom scientifique Aedes albopictus, c'est un moustique vecteur de 3 maladies que sont la dengue, le chikungunya et le Zika. C'est un moustique qui est originaire d'Asie, du Sud-Est. Il est arrivé en Europe par l'intermédiaire du transport, notamment de pneus usagés. C'est un moustique qui est particulièrement nuisant dans ce sens que ses piqûres vont être douloureuses. Il va piquer principalement en journée et à l'extérieur et un grand nombre de fois. Et c'est un moustique qui se déplace peu. Et ça, c'est important pour nous parce que ça conditionne nos interventions. En fait, il vit dans un rayon de 150 mètres environ, ce qui signifie que le moustique tigre qui va vous piquer, il est né à proximité de chez vous, alors soit sur votre balcon, votre terrasse, dans votre jardin ou chez votre voisin. Alors, très rapidement, parce que je sais qu'il y a des confusions par rapport à d'autres moustiques, le moustique tigre, comme vous le savez sûrement, il est rayé de noir et de blanc. Je rappelle que c'est un moustique qui est très petit. Je vous remontre l'image de ma première diapositive. Si vous prenez une pièce de 1 centime d'euro, le moustique tigre, il est plus petit que le globe terrestre de la pièce de 1 centime d'euro.
Et une de ses caractéristiques principales, c'est la ligne blanche qui là, on le voit bien sur l'image de gauche, sur sa tête et son thorax. Alors c'est un moustique qui a plusieurs stades de développement avec deux phases. Une phase aquatique. Dans l'eau, c'est là qu'on va retrouver des larves. Si vous regardez dans vos jardins, si vous avez des récupérateurs d'eau de pluie qui ne sont pas protégés, des larves de moustiques, on peut en voir assez aisément. Et puis il va avoir une phase aérienne où là, ça va être le moustique adulte avec la femelle qui va vous piquer pour faire des repas sanguins pour pouvoir nourrir ses œufs. Alors, le moustique, il est arrivé en France en 2004. Il nous est arrivé depuis l'Italie et il est arrivé à Menton, au niveau des Alpes-Maritimes. Et en fait, depuis 2004, il n'a cessé que de progresser vers le nord de la France. Et là, vous le voyez sur les diapositives qui défilent. On arrive en 2015. Première détection dans la région Grand Est, dans le Bas-Rhin, à une situation qui, 10 ans après son arrivée, a déjà bien évolué, puisque on a une grande partie des départements du sud de la France et du sud-ouest qui, en 2015, sont concernés. En 2016, il colonise le département du Haut-Rhin, et après, il faudra attendre 2021 pour qu'un nouveau département soit concerné, à savoir la Meurthe-et-Moselle. Et vous voyez qu'en 2021, la situation avait déjà bien évolué. Et aujourd'hui, en 2025, on a la quasi-totalité des départements de France métropolitaine qui sont concernés par une implantation. Et on a 6 départements sur 10 dans la région qui sont colonisés. Alors, je nuance un peu mes propos parce que ça, c'est une carte administrative, en quelque sorte, puisque c'est la carte que vous allez retrouver sur le site du ministère de la Santé, à savoir que on considère qu'un département est colonisé à partir du moment où une commune dans le département est colonisée. Alors la carte que je vous montre là, sur cette diapositive, est un peu plus représentative parce que c'est la carte des communes colonisées. Et on voit bien que sur cette carte, en fait, il est quand même majoritairement présent dans le sud de la France, le sud-ouest, le long de la vallée du Rhône, à Paris, maintenant en région Île-de-France où il est bien implanté, et chez nous, particulièrement en Alsace. Alors, je vais faire un petit focus sur les départements colonisés de la région Grand Est. Alors, en Alsace, je l'ai dit, dans le Bas-Rhin, il est arrivé en 2015. Si on regarde la cartographie à droite de la diapositive, on pourrait se dire que finalement l'ensemble du département est pas colonisé et que on n'en est, on n'en est pas à une situation de colonisation complète. Ceci étant dit, il est aujourd'hui présent dans l'ensemble des communes de l'Eurométropole de Strasbourg, là où la population se concentre majoritairement. Et en fait, on a 63% de la population dans le Bas-Rhin qui habite dans une commune colonisée, donc ce qui est relativement significatif. Et on a maintenant depuis plusieurs années quasiment un doublement du nombre de communes colonisées chaque année au niveau de ce département, mais aussi au niveau du département du Haut-Rhin. Alors, département où la situation est un peu plus favorable. Ceci étant dit, on a 54% de la population de ce département qui habite dans une commune colonisée. Alors, dans les autres départements, il y a un micro ouvert. Vous pouviez fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, dans les autres départements de la région, on en est au début de la colonisation. Alors, pour la Meurthe-et-Moselle, on a 4 communes au niveau de la métropole du Grand Nancy qui sont concernées avec Nancy. Alors, encore une fois, là, je nuance parce que c'est pas la totalité de la commune de Nancy, mais
c'est certains quartiers, même si il y a ce maire d'implantation qui progresse d'année en année. On a au niveau de la Moselle la métropole de Metz, avec Metz également, qui est concernée, mais on en est au début de la colonisation. Et puis après, les deux autres départements que sont la Haute-Marne et la Marne, il est présent uniquement dans une commune de chaque département, à Langres en Haute-Marne et à Pinqueux, près de Reims, dans la Marne. Voilà, je vais passer maintenant aux missions de l'ARS. Euh, en matière de surveillance et de lutte, alors il faut savoir que depuis le 1er janvier 2020, euh, par décret, en fait, les missions de surveillance et de lutte contre les maladies transmises par le moustique tigre ont été transférées du ministère et des conseils départementaux vers les ARS. Et donc, depuis cette date, l'ARS est chargée de surveiller le moustique tigre, d'intervenir autour des nouvelles détections et de mettre en œuvre des mesures de lutte autour des cas humains pour empêcher des départs d'épidémies. Alors, pour mettre en œuvre ces missions, l'ARS, elle s'appuie sur des opérateurs de démoustication, missions qui sont réalisées par ces opérateurs dans le cadre d'un marché public. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on a 7 opérateurs qui interviennent sur l'ensemble de la région, ce qui nous permet de couvrir l'ensemble des départements. Et donc, le marché public m'a passé avec ces opérateurs. Il repose sur 4 grandes missions. La mise en place d'un réseau de pièges, l'analyse des signalements particuliers, l'intervention pour des cas humains et la mise en œuvre d'actions de sensibilisation. Alors, en ce qui concerne la surveillance et l'installation d'un réseau de pièges, alors ce que vous voyez sur l'image de droite, en fait, c'est les pièges qui sont installés sur l'ensemble de la région. On avait en 2024 339 pièges installés sur l'ensemble de la région. Et qu'est-ce que c'est un piège? Rapidement, en fait, c'est ce que vous voyez au milieu, là, sur l'illustration. C'est ni plus ni moins qu'un petit seau noir dans lequel on va avoir un bloc de polystyrène qui va flotter sur de l'eau. Et en fait, les moustiques vont venir pondre, alors à la fois sur la paroi du seau, mais aussi sur les surfaces en fait, du polystyrène. Et nous, ce qu'on va venir récupérer, ce sont les œufs qui vont être pondus à la surface du polystyrène. Et là, pour faire en sorte que ces seaux ne produisent pas de nouveaux moustiques, en fait, dans l'eau, on va retrouver un produit anti-larvaire qui va éliminer les larves, ce qui fait que les œufs qui rentreraient en contact avec l'eau du piège vont éclore, mais le produit va éliminer les larves et donc on n'aura pas de production de moustiques. Alors, 339 pièges, vous le voyez, ça permet de couvrir une bonne partie de la région. Mais cette surveillance par piège noir, elle n'est absolument pas suffisante. Parce que je vous l'ai dit, en fait, le moustique, il a un rayon de vol de 150 mètres, donc un rayon qui est quand même assez faible. Et donc, il faudrait un maillage beaucoup plus dense pour pouvoir surveiller efficacement le moustique par l'intermédiaire de ce réseau de pièces noires. Et financièrement et au niveau des ressources humaines, c'est absolument impossible parce que ce sont des pièces qui sont relevées tous les mois, voire 2 fois par mois. Et donc, cette surveillance, elle doit absolument être complétée. Et elle est complétée en fait par l'analyse et le traitement des signalements qui sont reçus par les particuliers et qui peuvent être réalisés sur la plateforme nationale de signalement. Donc, en fait, tout à chacun a la possibilité, s'il observe un moustique tigre, de le signaler via la plateforme nationale de signalement. Et lorsque un signalement est réalisé, eh bien, nos opérateurs de démoustication vont analyser ces signalements et les traiter. En 2024, on a reçu 288 signalements, un peu moins que l'année précédente. Alors, ce n'est pas du tout un indicateur de pression, parce qu'en fait, des habitants qui vont habiter dans une commune qui est déjà colonisée, ils vont plus signaler sur la plateforme. Mais voilà, ça ne reste pas moins intéressant, cette partie-là, puisque il faut savoir que
c'est très souvent les signalements particuliers qui nous permettent de confirmer des nouvelles implantations, plus que les pièges plomboirs. Pièges plomboirs qui nous permettent davantage euh, comment dire, d'être informés sur le début et la fin de la saison ils vont commencer à être positifs. Alors, lorsqu'on a des signalements suspects et des pièges plomboirs positifs, il va y avoir des enquêtes de terrain qui vont être mises en œuvre par nos opérateurs de démoustication. Et ce sont des enquêtes qui vont permettre de confirmer, valider l'implantation du moustique. Donc, ce sont des enquêtes en porte-à-porte. Cette présentation n'a pas vocation à rentrer dans le détail, mais ça me permet, au travers de ces enquêtes, de sensibiliser les habitants aux bons gestes et puis de mettre en œuvre des mesures de lutte, notamment la suppression des gîtes larvaires suppressibles. Par exemple, vous allez avoir dans votre jardin des poubelles de pots de fleurs dans lesquelles il va y avoir de l'eau stagnante. Et ben, euh, nos opérateurs vont aller les supprimer et vont sensibiliser les personnes qui rencontrent à ces gestes-là. Et lorsque les gîtes sont pas suppressibles, je pense par exemple à des gros récupérateurs d'eau qui ne peuvent pas être vidés, et ben là, ils vont aller faire un traitement anti-larvaire à l'aide d'un produit. Alors, c'est un produit à base d'une bactérie, d'un bacille, et ils vont aller mettre ce produit-là dans dans les gîtes qui ne peuvent pas être supprimés mécaniquement, et ça va permettre de supprimer les larves et donc de limiter la prolifération. Toujours prête à prendre régulièrement. C'est beaucoup ici. Désolé, il y a encore des micros ouverts, ça perturbe un peu la présentation. Merci. Donc, je passe maintenant rapidement au cas humain, même si mes collègues vont en reparler par la suite. Alors, il n'y a jamais eu de cas humain de dengue, de chikungunya ou de Zika autochtone en région Grand Est. Donc, un cas autochtone, en fait, c'est un cas qui aurait contracté la maladie sur place. Donc au sein de la région, on a depuis en fait le début de la mise en œuvre des missions de lutte par l'ARS, eu uniquement des cas importés. Donc c'est des cas en fait qui contractent la maladie dans une zone de circulation virale, donc souvent à l'étranger, et qui reviennent en France en étant porteurs du virus, ce qui fait qu'ils ont la capacité de le transmettre à un moustique si ce moustique vient les piquer. Donc, en région Grand Est, on n'a jamais eu de cas autochtone qui signerait finalement le départ d'une épidémie. On a uniquement, pour le moment, et je touche du bois, des cas importés. Donc en 2024, pour vous préciser les choses, on a géré un peu plus de 100 cas humains importés de dengue. Et parmi ces 100 cas, il y avait une grande majorité qui résidait dans un département colonisé de la région. Alors, sur ces 100 cas, il y a eu que 15 cas qui ont nécessité la mise en œuvre d'enquêtes de terrain pour aller vérifier s'il y avait un risque que ces cas se soient fait piquer par un moustique tir. Donc en fait, ces enquêtes, elles sont réalisées par les opérateurs de démoustication dans un rayon de 150 mètres autour des lieux fréquentés par ces cas pendant leur période de virémie, donc la période pendant laquelle ils sont porteurs du virus. Et c'est des enquêtes qui ont pour objectif de vérifier la présence du moustique tir et le cas échéant, en fait, d'identifier et de commencer à préparer les opérations de démoustication qu'il faudrait mener si on identifie des lieux à risque de transmission. Alors, sur les 15 cas, il y a 6 cas qui ont nécessité la mise en œuvre d'opérations de démoustication. Ça représente 10 opérations parce qu'on a certains cas qui avaient fréquenté plusieurs lieux. Et ce sont des opérations de démoustication qui sont réalisées de nuit à l'aide d'un pick-up en règle générale et avec un produit insecticide autorisé spécifiquement pour cet usage à des doses particulières dont le nom commercial est l'afloxacalotrim. Donc ces opérations d'investigation, elles ne sont pas réalisées
euh, sans préparation. Elle nécessite au préalable l'identification de contraintes de traitement. Par exemple, on ne va jamais traiter à proximité de fourbeaux. On va prévenir les apiculteurs par rapport à la réalisation de ces traitements et la nécessité de déplacer éventuellement les ruches. On va vérifier la présence éventuelle de parcelles en agriculture biologique. Et puis surtout, on va prévenir en amont les riverains pour qu'ils puissent mettre en œuvre les bons gestes et les mesures pour ne pas être exposés aux produits de traitement, donc à savoir fermer les fenêtres, mais aussi et surtout essayer de ranger au maximum le mobilier de jardin, les jouets qui pourraient se trouver dehors, et après le traitement, éventuellement, voilà, laver les objets qui pourraient être restés en extérieur et sur lesquels on pourrait retrouver du produit, même si le produit, il a une rémanence relativement faible. Au bout de quelques jours, il va être éliminé, notamment par la dégradation photochimique. Alors, juste deux, trois retours d'expérience par rapport à des opérations de démoustication qui ont été menées à Strasbourg. Je vous montre ici une opération qui a été menée en 2022, qui était très particulière dans ce sens qu'elle a été réalisée au niveau de la place d'Austerlitz à Strasbourg. Alors moi, je ne la connais pas bien, mais je sais pour être intervenu sur ce dossier-là, c'était une place où on a en fait une fréquentation à toute heure de la journée et de la nuit avec des établissements de nuit. Nous en parle parce que pour la première fois, il a fallu qu'on prenne un arrêté préfectoral pour fermer les bars, les discothèques. Il a fallu mobiliser les services de la ville pour qu'on ait, mais ça on le fait systématiquement, un nettoyage après traitement du mobilier urbain et des aires de jeu. Et surtout, ce qui était un peu inhabituel, c'est qu'on a mobilisé les services sociaux pour faire des maraudes parce qu'on avait des personnes sans domicile fixe et il a fallu les déplacer pour pas qu'elles soient dans le périmètre du traitement. Et en 2024, situation assez atypique également, toujours à Strasbourg, on a eu la présence d'un cirque qui occupait illégalement une place qui se situait dans le périmètre d'une opération de domestication. Et là, les délais pour déplacer le cirque ou évacuer la place étaient administrativement absolument incompatibles avec nos enjeux à nous. Et donc, on n'a pas pu traiter du fait de la présence d'animaux en fait en extérieur. Et donc là, il a fallu trouver une solution alternative dont l'efficacité est bien moindre, puisqu'on a posé des pièges à adultes au niveau de ce secteur d'intervention. Voilà, je termine avec la Oui, mise merci. en œuvre. Essayez de terminer, Monsieur Vin, parce que le Oui, temps alors s'écoule. Merci, j'en ai Monsieur pour Vin. 2 diapositives, juste sur les actions de sensibilisation, parce que ça concerne les établissements hospitaliers, puisque comme je l'ai dit, on finance des actions d'accompagnement au niveau des établissements hospitaliers situés dans des quartiers colonisés, principalement pour les établissements qui ont des services d'accueil des urgences. C'est important d'en parler parce que vos établissements peuvent bénéficier, alors d'une part, d'un accompagnement pour faire un diagnostic de vos établissements, avec pour identifier les gîtes larvaires, les gîtes de repos des moustiques, et puis pour vous formuler des recommandations pour limiter la prolifération. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais sur les photos, si vous voyez, c'est des gîtes, hein, au niveau de l'établissement, c'est des photos que j'ai récupérées d'opérateurs de démoustication, avec voilà, des toits terrasses sur lesquels on a de l'eau stagnante parce que l'eau s'évacue mal, et qui constituent des excellents gîtes à moustiques. Et par ailleurs, on vous propose aussi de vous accompagner par rapport à l'établissement d'un protocole d'intervention si jamais on avait à intervenir pour faire une opération de démoustication au niveau de l'établissement. Et c'est un protocole qui est vraiment important pour nous et nos opérateurs parce qu'il nous permet d'identifier en amont
des zones d'exclusion par rapport à la réalisation de traitements au niveau de vos établissements. Alors ça peut être par exemple des prises d'air sensibles, des services voilà, spécifiques au niveau des établissements où on ne peut pas traiter à proximité immédiate. Ou ça peut être aussi des contraintes spécifiques comme la présence de barrières. Donc bien identifier en amont ces contraintes pour permettre le bon déroulé des opérations. Et donc, voilà, vous avez ici une illustration d'un établissement sur lequel ces contraintes ont été repérées en amont et le sens de circulation potentiel du véhicule de traitement si jamais on avait une opération de démoustication à mener au niveau de cet établissement. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Vin. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à Monsieur Vin ou souhaitons-nous réunir les questions à la fin? Ce sera peut-être plus facile de faire les questions à la fin et de faire un échange sur l'ensemble des présentations, parce qu'il y en aura 5. Je ne vois pas de questions tout de suite, donc je vous propose de passer à la présentation de Madame Morel, qui est infirmière à la veille sanitaire et vigilance de l'ARS, qui va nous parler de la situation épidémiologique et la surveillance des arboviraux, c'est-à-dire chikungunya, dengue et infection à virus Zika. C'est à vous, Delphine. Oui, merci beaucoup, Loïc. Alors, je vais juste mettre un diaporama. On voit votre diaporama. Voilà, ça y est, il est en Est-ce que plein c'est écran. bon? C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Oui, alors Delphine Morel, donc je suis infirmière à la veille sanitaire de l'ARS Grand Est et cette présentation sera faite à deux voix avec mon collègue Olivier Calch, qui fait également partie de notre équipe de veille sanitaire. Et nous allons vous proposer une présentation rapide de la situation épidémiologique et de surveillance des arboviroses, chikungunya, dengue et virus Zika. Tout d'abord, on va commencer par quelques généralités. Donc, quand on parle d'arbovirus, en fait, arbovirus, c'est une contraction anglaise de Arthropod-Borne Virus. Donc, c'est des virus qui sont transmis à l'homme par des arthropodes hématophages. Donc, il s'agit principalement, quand on parle de ces arthropodes hématophages, d'insectes et d'acariens. On parle de moustiques, par exemple. Ça peut être des poux, des punaises et des tiques. Ces agents infectieux sont transmis par des vecteurs qui leur sont spécifiques. Donc, si on peut prendre par exemple le virus de l'encéphalite à tique, c'est transmis donc par la tique. On sait qu'on a plus de 500 arbovirus et dont une centaine est pathogène chez l'homme. Alors, les généralités concernant la dengue, chikungunya et Zika, en fait, on va vous parler des points communs pour les trois. Je vais aller assez rapidement puisque ça va être repris tout à l'heure par ma collègue, le docteur Alizada. Donc, première caractéristique commune, en fait, c'est la symptomatologie, fièvre, douleur articulaire, maux de tête, éruption cutanée. L'autre caractéristique commune à ces trois arboviroses, c'est le cycle de transmission, c'est-à-dire que ça commence par un moustique qui s'infecte auprès d'un être humain qui est virémique, puis un cycle extrinsèque au sein du moustique pour qu'il devienne compétent, et ensuite il va pouvoir contaminer un autre être humain qui, lui, va ensuite entrer en incubation. Et la troisième caractéristique commune, c'est donc en fait les prélèvements biologiques. Autre point commun pour ces trois arboviroses, c'est la zone de circulation qui est intertropicale. Donc là, vous voyez bien, entre les deux tropiques, on voit en fait l'incidence des pays. Donc ça va être de l'Amérique centrale, Amérique du Sud, des pays d'Afrique, l'Inde, l'océan Indien et l'Asie. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur cette carte, vous avez en fait les petites étoiles bleues qui correspondent à nos territoires ultramarins. Donc, et la plupart sont donc dans cette zone de circulation intertropicale, ce qui donne en fait pour nous, à la France, une pression d'importation qui est assez conséquente. Concernant la dengue, donc c'est un peu la plus grosse incidence de l'arbovirose, si vous voulez, donc le plus de cas. On a 55% de la population mondiale qui est exposée, environ 100 à 400 millions en fait, d'infections qui surviennent chaque année. On a 4 sérotypes qui sont connus, donc du 1 jusqu'à du 4. Il faut savoir que lorsque vous êtes infecté à un sérotype, vous êtes immunisé, mais vous n'êtes pas immunisé contre les 3 autres sérotypes. Donc potentiellement, vous pouvez faire 4 infections à la dengue, sachant qu'une seconde infection déjà majore votre risque de dengue sévère.
Cette circulation des cas de sérotypes peut expliquer notamment que vous pouvez avoir des épidémies de dengue qui peuvent se prolonger ou se succéder. Et en fait, les 2 vecteurs principaux, ça va être, l'Aedes albopictus, donc c'est celui que Benjamin vous a présenté, le moustique tigre, et surtout l'Aedes aegypti qui, lui, est responsable de l'épidémie de dengue aux Antilles actuellement. Concernant le chikungunya, donc il a été isolé en 1952 en Tanzanie, dans un dialecte africain, ça veut dire la maladie de l'homme courbé, ou celui qui marche courbé du fait des douleurs. Donc en 2005-2006, on a eu une grosse épidémie qui a sévi dans l'océan Indien, sur les îles de la Réunion. On a eu quasiment 40% de la population réunionnaise qui a été infectée. Puis elle s'est étendue à Maurice, aux Seychelles, et encore à Mayotte avec plus de 300 000 personnes. Et en 2007, une autre grosse épidémie a eu lieu d'abord en Inde et un cas en fait importé en Italie a provoqué une flambée dans la région de Ravenne avec plus de 200 cas secondaires. Et les 2 vecteurs potentiels de cette maladie, c'est donc aussi le tigre et l'égyptie. Concernant le virus Zika, il a été isolé en 1947 en Ouganda et son nom vient de la forêt de Zika en Ouganda. En 2013 et 2014, 55 000 cas de Zika en Polynésie française. Et en 2015, épidémie au Brésil, dont on se souvient peut-être en fait avec ces images de microencéphalie. Et ce fut le premier pays du continent américain touché. Les vecteurs sont toujours les 2 mêmes Aedes. Il n'y a personne Pour la qui me tient. surveillance et la situation en France hexagonale, donc, l'objectif en fait de cette surveillance, c'est principalement de détecter précocement tout cas importé, afin de prévenir l'apparition d'un cas autochtone. C'est également, dans un deuxième temps, un objectif épidémiologique, parce que ça va permettre le suivi des tendances et aussi l'amélioration des connaissances. Et cette surveillance repose toute l'année sur la déclaration obligatoire, donc qui est faite par les médecins et les biologistes. À côté de cette surveillance qui est faite tout au long de l'année, on a une surveillance bien spécifique qui est faite pendant la période d'activité du vecteur. Donc on appelle cette période la surveillance renforcée et qui s'étale et qui a déjà commencé du coup du 1er mai au 30 novembre. Durant cette période, il y a des actions de sensibilisation de professionnels de santé à la déclaration, donc ça passe notamment par des envois de courrier, chose que l'on fait avec nos collègues de Santé publique France. Il y a également un rattrapage des cas non signalés par la collecte des analyses de laboratoires privés qui ont un partenariat avec Santé publique France, afin en fait de limiter les oublis de déclaration et de limiter un peu les trous dans la raquette, pour le coup. Ensuite, pendant cette période, on investigue les cas et on met au besoin les mesures de lutte antivectorielle autour d'un cas virémique. Alors, sur cette image, donc, on vous a montré un peu le bilan des cas importés, un petit peu l'évolution depuis Ça ne dérange 2006. pas. Et vous savez Donc, que ça me permet de me vous voyez que concentrer. depuis 2006, en fait, on a vraiment une augmentation, et surtout depuis 2018, avec ces 2 dernières années, des grosses épidémies qui ont eu lieu aux Antilles, notamment, et puis même en Amérique, qui fait que on a énormément eu de cas en 2023-2024. Donc l'augmentation est réellement exponentielle. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 2020, c'était quand même pendant la période du Covid, avec les restrictions de voyageurs. Mais on a tout de même eu un petit pic de cas importés du fait qu'il y avait encore également à ce moment-là une épidémie de dengue en Martinique et en Guadeloupe. Concernant la provenance des cas importés de dengue en 2024, donc le hotspot, vous le voyez bien, c'est vraiment situé aux Antilles, avec encore l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Inde, ainsi que un petit peu l'Indonésie. Alors en France hexagonale, en 2024, nous avons eu 4 831 cas importés, dont 2 152 cas importés pendant la période de surveillance renforcée, donc pendant la période d'activité du moustique. On a eu 2122 cas de dengue, 24 cas de chikungunya, 5 cas de virus Zika et une co-infection dengue-chic. Et le souci, c'est qu'on a eu plus de 1900 cas qui ont été déclarés dans des départements colonisés. Concernant les épisodes de transmission autochtone, donc en France, donc vous voyez qu'en fait, ça reprend exactement la même courbe que le bilan des cas importés, c'est-à-dire une augmentation exponentielle, et surtout ces 3 dernières années,
qui concentre plus de 70% des cas autochtones depuis 2010. Ensuite, concernant la répartition des épisodes de transmission autochtone de dengue, donc pendant la période de surveillance renforcée, on voit que finalement les 2 mois les plus propices pour l'émergence des cas autochtones sont août et septembre, avec néanmoins un début en juin et qui se prolonge tout de même en octobre. Un petit focus donc sur la transmission autochtone en 2024. Donc, concernant la dengue, on a eu 7 foyers en PACA, donc tout de même un foyer de 25 cas, 3 en Occitanie, 1 à Nara, un premier cas de chikungunya autochtone en Île-de-France. 2 ans auparavant, ils ont eu leur premier cas de dengue autochtone. On voit au niveau des dates de début de symptômes qui s'étalent donc pour les foyers de cas autochtones du 17 juin au 11 octobre, et avec une durée de foyer qui est compris entre 1 jour, qui correspond en fait à 1 cas, et 74 jours. Alors, chez nous, en région Grand Est, nous avons eu 102 cas de dengue importés. On vous a mis un petit historique des cas importés. Donc, vous voyez qu'en 2020, c'est ce qu'on avait vu précédemment, un petit pic avec 59 cas de dengue, puis ensuite une accalmie, et après, du fait de la grosse épidémie, en 2023 et en 2024, plus d'une centaine de cas. Là, on vous a juste mis un petit diagramme pour vous montrer un petit peu la saisonnalité au niveau des semaines des cas importés de dengue. Donc, on a surtout eu l'année dernière des cas importés en début de saison, donc au mois de juin, encore un petit peu en juillet, ça s'est bien tari en août, et ensuite ça a repris en septembre. Donc là, une petite carte d'identité, un petit descriptif de nos cas importés de dengue. On a eu 45 hommes pour 57 femmes, un âge médian de 43 ans. On a eu tout de même 101 patients symptomatiques, 97 cas qui étaient virémiques dans l'Hexagone, 17 cas hospitalisés, aucun décès, heureusement, et avec des pays d'importation sans surprise, la Guadeloupe, la Martinique et l'Indonésie. Et bien sûr, aujourd'hui, comme Benjamin l'a dit, aucun cas autochtone. Et je laisse ma parole à Olivier. Merci Delphine. Olivier, donc collègue direct de Delphine, infirmier en veille sanitaire. Donc on parle à présent des perspectives pour 2025. On a vu que les années précédentes, on avait des belles années avec pas mal de cas. La question, c'est qu'est-ce qui nous attend pour 2025? Alors, comme vous le savez, il y a actuellement une épidémie en cours de chikungunya à La Réunion. Donc, on ne pouvait pas trop faire ce webinaire sans vous en parler. Alors, rapidement, là, sur le début de l'année, entre le 1er janvier et le 23 avril, puisque c'est les dernières données qu'on a, on sait qu'on a déjà plus de 39 000 cas confirmés. Le nombre de cas réels est sûrement bien supérieur puisque tous les cas ne sont pas forcément testés. Ça engendre beaucoup d'impact sur le service de santé avec plus de 100 000 consultations médecine de ville, 1400 passages aux urgences, 260 hospitalisations de plus de 24 heures et on a actuellement 9 décès. Donc voilà, ça c'est pour l'impact actuel à La Réunion. Diapo suivante s'il te plaît. Le pic épidémique a été atteint. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il a été atteint là récemment, les dernières semaines. On est sur un début de décélération, mais il y a toujours une circulation très, très élevée de la circulation virale. Et on remarque un début d'extension de l'épidémie là, à Mayotte, à Maurice et à Madagascar, donc dans tous les pays, pas frontaliers, mais à proximité, hein, dans la zone de l'océan Indien. Donc, on peut s'attendre effectivement à avoir des cas importés de cette zone-là pour ce début de saison 2025. Diapo suivante. Quel est l'impact en métropole de cette épidémie de chikungunya à La Réunion? Alors, comme l'a dit Delphine, hein, vu que c'est un territoire d'outre-mer, un département d'outre-mer français, forcément, on a plus d'échanges avec La Réunion qu'avec peut-être d'autres pays africains ou sud-asiatiques. Et donc, on importe plus de cas. Donc là, depuis les dernières semaines, vous voyez sur le graphique, hein, on a une courbe par semaine. On est à peu près à une centaine de cas hebdomadaires importés depuis la fin du mois de mars. Hein. On voit une légère décrue, mais c'est encore des données qui sont en cours de consolidation. Diapo suivante. Donc en région Grand Est, habituellement, en fait, on n'a aucun cas de chikungunya. C'est vraiment très, très rare. Et là, on voit sur le petit graphique, hein, donc par quinzaine, avril et puis mai, donc ça ne fait qu'augmenter. Hein, 16 cas, 29 cas, puis 39 cas sur la dernière quinzaine là, de tout début mai.
avec des chiffres tout frais de hier. Donc voilà, on suppose que la situation va se poursuivre, hein. Donc ça, c'est pour le chikungunya. Et puis, il y a toujours la dengue, hein, qui est toujours présente. Comme l'a dit Delphine tout à l'heure, c'est l'arbovirose principal. On a beaucoup de dengue, puisque c'est une maladie qui est très présente dans le monde entier. On était sur une année record en 2024. 2025 a l'air d'être un peu moins forte, mais on est toujours sur des très hauts niveaux de circulation, avec une grosse épidémie, notamment au Brésil. Hein, on est à plusieurs millions de cas par an au Brésil actuellement. Nous concernant plus, donc c'est la Guadeloupe qui est toujours en épidémie de dengue avec une petite recrudescence depuis le mois d'avril. Et donc à titre de comparaison, donc depuis le 1er avril, on est à 32 cas importés de dengue contre, je crois que c'était à peu près 80 ou 90 de chikungunya. Donc voilà, c'est les deux arboviroses qui nous pendent au nez pour ce début d'année 2025. Merci à vous. Mais de Merci à vous. rien. Une petite question. L'année dernière, en 2024, a été une année olympique en France. Est-ce que vous avez observé un effet des Jeux olympiques sur l'épidémiologie de chikungunya, dengue et virus Zika? C'est difficile à dire en région Grand Est, puisqu'on Mm. n'a pas Il accueilli y a les eu Jeux beaucoup Olympiques sur d'épreuves. notre Ouais. région. Ouais. Donc je dirais que non, localement, on l'a pas observé. D'accord. C'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû lancer une question comme ça, parce que j'avais dit qu'on les ferait à Pas de la fin. souci. Donc, je m'autorise des choses que je n'autorise pas aux autres, c'est pas très sympa. On regroupera les questions à la fin. On va peut-être maintenant faire intervenir le docteur Ulivaya Alizada, qui est médecin à la veille de sanitaire et vigilance de l'ARS Grand Est, qui va nous parler comment se passent les investigations et les actions à mettre en place autour d'un cas d'arbovirose. Je la laisse partager son diaporama si elle nous entend. Je ne la vois pas. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, je partage mon écran. Merci. Est-ce que vous voyez les Pour diapos l'instant, partagés? pour l'instant, non, mais peut-être que ça va arriver. Vous n'avez peut-être pas appuyé sur partager? Alors, Ça va venir. Ouais, je le sens. c'est bon? Pour l'instant, c'est un écran noir. Ça devrait être mieux qu'un écran noir, je pense. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Vous avez Alors, partagé, mais vous n'avez pas partagé votre PowerPoint, je pense. alors, j'essaye encore une fois. Rachel, avons-nous le diaporama de Madame? Sinon, on peut faire le partage de notre côté. Oui, Oui, on Sinon, l'a, mais du coup, je voulais que je tente le partage. c'est pas grave, je viens dans le bureau des films. Juste un Ouais. instant. Elia, je t'attends. Ouais, Tu ouais, peux ça venir. marche. Comme ça, c'est plus rapide. Faut juste arrêter le partage du coup. Delphine, du coup, tu le fais? Oui, oui, tout à fait. Je m'en charge. Merci. Merci. Ça devrait apparaître. Ouais, Il faut juste remettre la diapo 1 et c'est parfait. Je crois que ça marche finalement. Ça marchait? C'est bien. Si vous pouviez mettre en mode plein écran, ce serait parfait. Sinon, on s'en contentera, hein. C'est bien. Je pense que ça va venir. D'accord. Ils sont un peu longs, nos ordis, j'ai l'impression. Hop. Et la même chose. C'est OK. C'est parfait. OK. Parfait, c'est Très parfait. bien. Et caméra, il y a la caméra. C'est là. Ah, voilà. Ok, ça marche. Oui, bonjour, je suis médecin de la veille sanitaire et je suis référente sur les arboviroses à l'ARS. Je voudrais vous parler des éléments d'investigation et d'action menés par l'ARS autour d'un cas d'arbovirose.
Alors, la dengue, le Zika et le chikungunya sont des arbovirus qui présentent à peu près le même symptôme, le symptôme similaire, qui ne sont pas pathognomiques. On peut avoir une fièvre assez élevée, d'apparition brutale, associée à des douleurs musculaires et ou articulaires, maux de tête, éruption cutanée pas très spécifique, grosse fatigue. Et tous ces symptômes, et notamment en absence d'autres poids d'appel infectieux, doit nous orienter, doit nous faire penser au diagnostic des arboviroses. Si on regarde les 3 arboviroses en détail, on est sur la période d'incubation maximale 15 jours, mais ça peut durer aussi 1 jour seulement. On a une période de virémie qui varie entre 2 et 7 jours. En moyenne, c'est 5, pardon, excuse-moi, c'est qui varie entre 2 et 7 jours. Donc, la virémie, c'est la période pendant laquelle le virus est présent dans le sang de la personne infectée. Et c'est surtout sur cette période-là, il faut faire attention particulière aux piqûres de moustiques. Concernant le signe clinique, on a quand même quelques particularités. Donc, ce qu'on observe un peu plus souvent pour chikungunya, ce sont des douleurs articulaires, des fois invalidantes, et qui peuvent persister même après les guérisons pendant un certain temps. Pour la dengue, ce sont des douleurs rétro-orbitaires. Et pour Zika, ce qu'on observe un peu plus souvent, c'est l'hyperémie conjonctivale et éruption cutanée. Dans les 3 pathologies, on observe des cas asymptomatiques qui peuvent atteindre 70% pour la dengue. On a quelques formes graves de type arthralgie persistante pour chikungunya, quelques formes hémorragiques pour la dengue et complications neurologiques et malformations congénitales qui sont bien documentées suite aux épidémies en Polynésie française. Alors, les principaux les modes de transmission, c'est vectoriel par moustique Aedes albopictus. Pour les Zika, il existe aussi la possibilité de transmission sexuelle et verticale pendant la grossesse. Il faut savoir que les 3 maladies ne sont pas naturellement présentes sur le territoire de la France hexagonale, donc ce sont des maladies d'importation. C'est les gens qui voyagent c'est la personne infectée qui revient du voyage d'une zone de circulation connue du virus, qui peut apporter les virus sur le territoire d'Hexagone. Et ensuite, s'il est piqué par le moustique local, un cycle de transmission autochtone peut s'installer. Donc, il faut bien distinguer le cas autochtone et cas emporté. Le cas autochtone, c'est le cas n'ayant jamais voyagé dans un pays étranger qui se situe dans les zones de circulation connues d'arbovirose, mais qui est infecté suite aux piqûres d'un moustique local. Concernant le vecteur, je voudrais juste souligner que en fait, seuls les moustiques femelles peuvent devenir le vecteur de ces maladies. Elles piquent les jours, la nuit, et il a 2 pics d'agressivité, un au lever du jour et l'autre au crépuscule. Concernant le cycle de transmission sur exemple de la dengue, donc je voudrais souligner qu'en fait il faudra en moyenne 2-3 semaines pour que ce cycle s'installe. 2-3 semaines, c'est le délai entre le début de maladie chez le cas index ou cas emporté et début de maladie chez le cas autochtone ou cas secondaire. Cette période comprend la période de virémie qui dure environ 1 semaine, pendant laquelle le virus est présent dans le sang. La phase extrinsèque, c'est le délai nécessaire pour que le virus se développe, se multiplie dans le corps du moustique avant qu'il soit infectant. Et la période d'incubation, environ 1 semaine. Donc, c'est une période qui est relativement courte, d'où la nécessité de signaler rapidement tous les cas positifs de la dengue, de Zika et de chikungunya à l'ARS.
Concernant le diagnostic biologique, les mots-clés, il faut toujours avoir une bonne prescription biologique, c'est-à-dire le test doit être adapté au délai entre la date début des symptômes et la date de prélèvement. Ce qui est conseillé, c'est réaliser un test RT-PCR sur le prélèvement sanguin pendant 7 premiers jours après début des symptômes, ce qui correspond à la période de virémie. Donc, le virus est détectable dans le sang par cette méthode. La sérologie devient informative un peu plus tardivement, à partir de 5e jour, parce qu'il faudra un certain temps pour que les anticorps se développent dans le corps et deviennent détectables. Entre le 5e et 7e jour, il est possible de réaliser RT-PCR et la sérologie, mais il faut toujours privilégier la sérologie parce qu'on a beaucoup de faux positifs pour la sérologie, ce qui explique par de nombreuses réactions croisées avec d'autres arboviroses, comme la fièvre jaune, par exemple, ou d'autres virus comme encéphalite attique. Pour Zika, on a la possibilité de réaliser le RT-PCR sur un prélèvement urinaire. On conseille toujours rechercher systématiquement les 3 infections en même temps parce que, comme vous voyez, ce sont des infections, ce sont des pathologies qui sont à peu près les mêmes symptômes, à peu près les mêmes zones de circulation, zones d'importation. Donc, c'est impossible de le distinguer en se basant sur les données cliniques épidémiologiques. Il faudra un test biologique. Lorsqu'on a des résultats positifs, il faut signaler ces résultats à l'ARS. Par intermédiaire on peut utiliser le formulaire de déclaration obligatoire disponible en ligne sur le site de l'ARS. Le signalement est fait au point focal régional. C'est un point d'entrée unique pour toutes les maladies à déclaration obligatoire, 24/24, 7 jours sur 7. Pourquoi c'est important de signaler, faire ce signalement à l'ARS? Parce que ça permettra aux personnes de l'ARS réaliser une enquête autour de cas signalés, notamment rechercher de déplacement de cas pendant sa période de virémie. Et cela permettra dans un deuxième temps de mettre en place des mesures de contrôle. Par exemple, évaluer le risque de transmission autochtone et, si nécessaire, faire la démoustication des zones fréquentées par le cas lors de sa période de virémie. Nous sommes 2 services qui sont impliqués en gestion de cas arbovirose déclarés pendant la période de surveillance renforcée. C'est le service de la veille sanitaire et vigilance et service de santé environnement. Donc, je vais parler de l'enquête sanitaire, ce qu'on fait au niveau de la veille sanitaire. Pendant la période de surveillance renforcée, cette enquête est réalisée en 3 étapes. Première étape, on prend contact avec le médecin et le patient afin de recueillir toute l'information nécessaire pour la gestion de ce cas, de ce signalement. On vérifie que le patient est informé du diagnostic et des mesures de prévention contre les piqûres ou mesures barrières pour le Zika, parce qu'il y a une transmission sexuelle pour Zika. Normalement, c'est le médecin traitant qui doit faire cette information près de patient, mais si ce n'est pas fait, c'est l'ARS. Deuxième étape, on classe et on valide le signalement. Alors, ici, vous avez la définition de la santé publique France. Donc, on ne traite pas le signal suspect. Donc, c'est le cas qui présente de signes cliniques. On demande tout d'abord d'avoir la confirmation biologique. Donc, si on a la sérologie qui est positive, la première sérologie qui est positive, donc c'est un cas probable. Si on a RT-PCR positif, donc c'est un cas confirmé. Deuxième, une fois que notre enquête est terminée, on remplit les dossiers sur plateforme Voisarbo. C'est une plateforme qui regroupe toute l'information nécessaire et utilisée pendant la gestion de signalement. On informe
référent de l'EPIRA s'il s'agit d'une situation transfrontalière, ou référent de Chorus s'il s'agit d'une situation internationale, par exemple si il s'agit d'un cas qui voyageait pendant sa période de virémie dans un pays où cette maladie n'est pas endémique, mais vecteur est présente, comme Japon par exemple, ou Italie. De chaque année, donc je voudrais souligner encore une fois un rôle clé des professionnels de santé dans la prévention d'apparition de cas autochtones. Donc chaque année, dans le cadre de surveillance renforcée, de dispositifs de surveillance renforcée, on réalise une campagne d'information destinée aux professionnels de santé. Ici, on résume le message de l'ARS. Donc, ce diapo présente le résumé de ce message. Donc, il faut toujours penser aux arbovirus. Si on a le patient présentant une fièvre d'apparition brutale au retour d'un voyage en zone de circulation connue, il faut prescrire les analyses pour les 3 infections en privilégiant le PCR si le délai le permet. Il faut toujours informer le patient de la nécessité de se protéger contre les piqûres de moustiques et mesures barrières. Et il faut signaler sans délai à l'ARS tous les cas positifs de dengue, de Zika et de chikungunya. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, docteur Ulvia Alizada, pour la description clinique des 3 principales pathologies. On y reviendra peut-être à la fin sous forme de quelques questions. Après avoir évoqué donc des aspects entomologiques, épidémiologiques et cliniques, on va s'intéresser maintenant à des aspects de prévention avec, dans un premier temps, donc Rachel Schlebus, qui est infirmière hygiéniste au CPS Grand Est, qui va vous parler de la prévention des maladies vectorielles et le rôle des établissements de santé ou médico-social. Et après, on verra avec Céline Néerlandaise des précautions pour la prise en charge. Rachel, c'est à vous. Oui, bonjour. Alors, est-ce que c'est OK au niveau des écrans? Pour l'instant, vous n'avez pas partagé. Ah, mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Partager. On voit votre écran Ça y est, ça vient. et le PowerPoint s'ouvre. C'est bon. Vous n'avez plus qu'à mettre en plein écran et c'est parfait. C'est parfait là? Non, c'est pas grave. Là, vous avez mis Attendez. en diaporama, mais c'est pas grave. Sinon, laissez comme ça. Hein. Voilà, là, c'est bon. Là, C'est c'est bon. Ok. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Rachel Schlebus, je suis infirmière hygiéniste au CPIAS Grand Est et sur le site de Strasbourg. Donc, mon rôle à moi était justement de vous parler de la prévention des maladies vectorielles et le rôle des établissements de santé. Donc, je vais aborder 2 points, les 2 points essentiels dans le rôle des établissements qui sont la lutte antivectorielle. Bien sûr, vous aurez compris que plus on diminue le vecteur, moins il y a de risque. Et malheureusement, si un jour on a un patient qui est virémique et qui est hospitalisé, il faut prévoir une certaine prise en charge. Alors, pour m'aider pour ce PowerPoint, je me suis inspirée des travaux du CPIAS Occitanie qui ont été un petit peu les premiers à sortir des guides sur ce sujet. Et par la suite, d'autres régions ont été concernées et sortent des supports aussi. Donc, au niveau des actions de lutte à prévoir contre la transmission, il y a 3 actions en fait qui s'articulent autour d'un programme de surveillance et de lutte antivectorielle. Pour cela, en fait, ce programme va contenir en fait un diagnostic du site. Il va falloir bien connaître votre environnement pour remédier aux gîtes larvaires et mettre en place un programme de réduction des risques. On verra plus tard. Il y a un plan de protection des professionnels et des usagers à prévoir, et ainsi qu'un plan d'information et de formation des professionnels de santé, des personnels techniques et des usagers.
Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le programme de surveillance et de lutte antivectorielle, il faut que chaque établissement ait un référent auquel s'adresser. C'est un peu le coordinateur, c'est lui qui collige les infos, c'est lui qui met en place le programme de réduction des risques. Il est vraiment l'interlocuteur aussi avec d'autres acteurs. Vous avez vu, les opérateurs publics de démoustication peuvent intervenir, l'ARS, les services de l'État. Il fait le lien avec sa direction. Et alors, cette mission va être confiée selon la taille de l'établissement à une personne en particulier, mais ça peut être aussi une cellule moustique où chacun prend sa part de travail, de responsabilité, mais c'est toujours bien d'avoir une personne quand même qui assure la coordination un petit peu des actions. Et comme l'ont dit les intervenants précédents, on est vraiment actif sur ce programme du 1er mai au 30 novembre, qui est la période d'activité du moustique. Alors, au niveau de la lutte antivectorielle, vous aurez compris qu'il faut gérer nos environnements autour de nos établissements. Il faut établir un diagnostic, c'est-à-dire identifier, répertorier les différents lieux de ponte et les gîtes larvaires potentiels. Alors, c'est sûr qu'on va prioriser les endroits où potentiellement il y a un patient qui peut arriver, des urgences, et qui peut être à risque de transmission, et les services à risque. Et après, il faut prévoir un programme de réduction des risques, c'est-à-dire que tous les points qui peuvent être potentiellement éliminés, et notamment par une lutte mécanique, il faut rédiger un programme en se disant, voilà, à tel moment, je vérifie ces endroits, je les assèche si, par exemple, il y a une élimination d'eau stagnante, on fait un curage des gouttières, etc. Je vous ai mis après une diapo suivante où il y a différents lieux à regarder. C'est pas exhaustif, bien sûr. Et il y a en dehors de ça des points qui sont non suppressibles. Et là, il faut vraiment établir une cartographie de ces points et à nouveau faire un contrôle hebdomadaire de ces points vraiment en grosse période d'activité des moustiques. On a aussi, par chance pour certains établissements, des espaces verts qui sont bien fournis. Et en fait, il faut vraiment penser à bien les entretenir parce que ces moustiques vont avoir des phases de repos quand qui sont adultes. Et vous l'avez compris, un moustique, quand il a eu un repas de sang infecté, il met un petit peu de temps avant d'être vecteur, entre guillemets. Il a une incubation interne, le temps que le virus parcourt le tube digestif et remonte aux glandes salivaires. Alors, il y a une chose qui est peut-être importante aussi, c'est vous pouvez avoir des informations auprès de vos usagers et de vos professionnels qui peuvent vous signaler des piqûres. Et c'est toujours intéressant de mettre en place un système qui leur permette de vous signaler s'ils ont été piqués ou non par des moustiques. Alors là, j'ai repris une diaporama parce que j'ai eu l'occasion de suivre un autre webinaire pour voir un petit peu, pour illustrer les types de gîtes où il faut être vigilant sur ces sources de gîtes larvaires. Pour les gîtes extérieurs, par exemple, bon là, on va tous penser aux mêmes choses, mais oui, les gouttières, les récipients abandonnés, des réceptacles qui vont contenir de l'eau, les gîtes qui sont liés au bâti, les vides sanitaires, les réservoirs d'eau non couverts, les systèmes d'arrosage. En fait, je vous laisse lire le toit terrasse plane. Par exemple, moi, je suis en face d'un toit, un toit terrasse et qui est régulièrement, où il y a régulièrement de l'eau dessus, et je sais que l'établissement auquel j'appartiens fait le nécessaire. Et il y a aussi le gîte de repos des moustiques, et là, je vous en ai parlé précédemment. Donc, en effet, il faut traiter les végétations, entretenir les massifs et tout ça, puisque ce sont un gîte de repos. Alors, on a parlé de la lutte antivectorielle, ce programme de réduction des risques au niveau environnemental, et bien sûr, il faut penser aux professionnels, aux usagers. Alors, il arrive à un moment où peut-être malheureusement, on va hospitaliser un patient virémique.
Et donc, il est toujours utile d'anticiper le circuit. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va l'accueillir directement, si on a connaissance de sa potentialité de virémie, est-ce qu'on va l'accueillir directement dans un service, il ne passe pas par les urgences, quel circuit, de façon à ce que par la suite, les professionnels qui empruntent ces lieux, on puisse les protéger en aménageant, excusez-moi, les locaux par des protections physiques comme des moustiquaires avec des intentions de fenêtres fermées, des climatiseurs parce qu'on sait que le moustique adulte ne vole pas quand il fait froid et ventilateur parce que c'est pas forcément un bon voltigeur. On peut utiliser aussi sur ces locaux des diffuseurs électriques d'insecticides et on peut mettre à disposition des répulsifs cutanés pour les professionnels de santé. Et au niveau de l'établissement, et on l'a vu avec mes collègues, on peut, et encore une fois, si vraiment un cas est avéré, qu'il a séjourné dans l'établissement, on peut avoir recours à des traitements chimiques adulticides. Et comme vous l'avez vu, c'est vraiment réalisé par l'opérateur public de démoustication. Et tout ça nécessite vraiment de faire une communication auprès des professionnels du public et d'avoir des sécurisations au niveau des fenêtres, comme il l'a dit, au niveau des bouches d'air, des entrées. Je ne suis pas technicienne, mais voilà, en général, on est aidé par cet opérateur et par l'ARS. En ce qui concerne les professionnels qui ne travaillent pas forcément dans ces services, en fait, tous les professionnels quand même, et les usagers, il y a éventuellement une gradation. On peut faire une sensibilisation générale à l'ensemble du personnel. On peut cibler un peu plus la formation pour les services qui sont susceptibles d'accueillir les patients suspects. Et on peut aussi aller aller vers les agents techniques pour qu'ils soient aussi informés de la qualité de leur travail, enfin, à quoi sert leur travail, enfin, expliquer un petit peu comment on traite, comment on fait de la lutte antivectorielle. Au niveau grand public usager, il y a aussi la possibilité de les informer par différents moyens, par le biais de plaquettes, d'autres sensibilisations. Et c'est toujours bien de reprendre des items comme ceux cités, là, des signes qui doivent amener à consulter, les mesures de protection individuelle, qu'est-ce qu'il faut faire à domicile et des généralités sur le moustique tigre. Alors, par exemple, Monsieur Meunier, qui est praticien à Haguenau, nous a informé qu'il s'excusait de ne pas assister à ce webinaire parce que justement, il était en préparation justement je veux dire, de sa sensibilisation au grand public sur le moustique tigre qui va se passer la semaine prochaine. Et donc, il a un flyer et il va dans le hall d'entrée de l'hôpital sensibiliser le public et les professionnels. Et nous verrons par le biais du docteur Céline Hernandez quelles sont les possibilités, ce qu'ils font au niveau des us. Donc là, je vais aller très vite. La deuxième partie du sujet en fait concerne la prise en charge d'un patient qui là s'avère, qui est avéré ou suspect. Comme vous l'avez entendu, il y a quand même très peu d'hospitalisation de cas avérés. Donc, en premier lieu, et ça on a un petit peu l'habitude de le faire, alors, après avis médical et pour un patient qui présenterait une hyperthermie assez brutale, des symptômes évoquant une arbovirose et dont on sait qu'il est de retour de zones où il y a une circulation virale qui est dans un temps inférieur à 15 jours.
Là, on n'attend pas un diagnostic, on met en place directement des protections antivectorielles. C'est un petit peu comme nos précautions complémentaires pour certains micro-organismes. On n'attend pas le diagnostic, on met en précaution. Et on va maintenir ces précautions jusqu'à ce qu'on nous dise ben, si oui, sinon, il est infecté. Et sachant que la période virémique, et on vous l'a déjà dit, le patient il peut être contagieux de 2 jours. Enfin, contagieux, c'est un terme peut-être mal employé, mais voilà, dans son sang circule le virus de 2 jours à 7 jours après les premiers symptômes. Là, je vais aller très vite concernant le diagnostic. Hein, le docteur Alizada l'a dit précédemment. Il faut penser à organiser un prélèvement à des fins de diagnostic, rechercher les 3 recherches simultanément parce que les symptômes peuvent être comparables et on a une zone d'exposition qui est pour les trois virus qui peut se chevaucher. Je ne reviens pas sur ce schéma. Comme pareil, vous l'ont dit précédemment, c'est une MDO, hein, donc vous allez devoir remplir une fiche CERFA si le cas se confirme. Et de là, on découle, et Benjamin et le docteur Alizada l'ont dit précédemment, l'ARS va entreprendre une enquête sanitaire pour justement vérifier le critère importé ou autochtone. De là, peut-être faire une enquête entomologique de façon à ce qu'on ne repère pas pour vérifier s'il y a eu possibilité de cas secondaires, enfin de cas autochtones cette fois-ci, et mettre en place éventuellement des mesures chimiques larvicides, adulticides, dans le périmètre de 150 mètres autour des zones fréquentées. Et ça, bien sûr, c'est la réalisation de l'opérateur. Alors, en hospitalisation, donc si on sait qu'on accueille un patient avéré ou suspect, hein, bien sûr, on a au préalable produit le circuit d'acheminement de ce patient. Et en service, on va préconiser une chambre individuelle, porte fermée, hein, vous aurez compris, si possible avec une climatisation, à défaut une ventilation. Et pour nous, il est quand même en précaution standard. On est d'accord qu'il n'y a pas de risque de transmission d'homme à homme. Au niveau des protections physiques, on peut utiliser des diffuseurs électriques qu'on place en hauteur par mesure de sécurité, une vérification quotidienne du niveau de liquide. Si possible, l'installation de moustiquaires, après avoir vu avec vos services techniques, hein, s'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qui est assez simple à réaliser, c'est de demander aux patients infectés de porter des vêtements longs, légers, hein, selon la période, qui couvre bras et jambes. Et on peut aussi on peut lui demander aussi d'appliquer des répulsifs cutanés qu'on renouvelle toutes les 8 heures. Et éventuellement, il faut vraiment limiter les déplacements. S'il peut garder la chambre, on limite le risque. Là, je vous avais remis hein, les schémas, mais je ne les commande pas, juste pour ces chiffres qui sont peut-être un peu différents de ce que vous a dit le docteur, qui sont différents de ce que vous a dit le docteur Alizada. C'est que j'ai assisté à un webinaire où il y avait une entomologiste de l'Institut Pasteur à Paris qui a précisé ces dates, ces durées où le moustique, une fois qu'il avait fait un repas de sang infecté, il mettait plusieurs jours pour être vecteur par le biais de sa salive. Sachant que là, quand on regarde, c'est vraiment le chikungunya qui est le plus à risque, qui a un délai le plus court. Je vous ai mis en fin de programme un retour vers les recommandations sanitaires de 2024 aux voyageurs du Haut Conseil qui ont été revues là en avril 2025 et qui vous donnent, je vous ai fait une capture d'écran, un petit peu la liste des répulsifs cutanés, notamment de ceux dont l'efficacité n'a pas été prouvée.
Alors bien sûr, si l'hospitalisation n'est pas nécessaire ou s'il passe directement, enfin s'il va vers un retour à domicile, et cela a été exprimé tout à l'heure aussi, à nous il faut casser éventuellement cette chaîne autochtone de transmission. Et pour cela, si le patient doit être informé des précautions à prendre, parce que je pense que c'est pas évident s'il n'a pas je veux dire l'information de comprendre qu'il peut être à risque pour des personnes autour de lui. Alors au niveau des EOH, hein, les possibilités sont grandes, mais encore une fois, hein, c'est peut-être pas à l'EOH de prendre à bras le corps tout le problème, et notamment de la lutte antivectorielle. Il y a des échanges à avoir, mais les EOH peuvent participer à l'élaboration du programme de gestion, notamment le programme de risque, hein. Ils peuvent participer aux formations des personnels soignants sur la prise en charge justement du patient qui est virémique. Ils peuvent choisir et élaborer des supports d'information. Des supports existent, hein, par le biais de l'ARS. Pour les petites structures, on n'est pas forcément obligé de les construire. Si bien sûr un cas est avéré, ils peuvent se rendre au lit du patient pour voir si toutes les mesures sont prises. Et ils peuvent aussi, excusez-moi, participer à la commission des achats pour tout ce qui est matériel de protection, et notamment des dispositifs chimiques, parce que c'est important de les prendre en compte. Parce qu'ils peuvent être résistants, hein, enfin les moustiques peuvent être résistants à certains. Enfin, c'est plutôt les virus que portent les moustiques peuvent être résistants à différents dispositifs chimiques. Et il faut avoir aussi le certibiocide, hein, pour l'achat de ces dispositifs chimiques. Donc, je vous ai mis des textes de référence qui sont tous sur le site de Santé publique France, pour terminer. Un document récent de Besançon, du CEPIAS Besançon, qui est notre voisin, et qui a construit un document assez complet, je dois dire. Et donc le guide de l'Occitanie, et bien sûr, vous avez en référence, vous retrouvez tout ça sur notre site le site du Répia, le site du Répia. Là, c'est donc justement cette capture d'écran sur les répulsifs possibles, non possibles. Et je vous invite vraiment à relire ce rapport. Bon, peut-être pas dans son intégralité, mais je crois que c'est à la page 49, il y a vraiment des infos intéressantes. Et voilà, donc le moustique, c'est très petit, mais ça peut causer un dommage assez important. Donc voilà, mon exposé est fini. Je laisse la place au Merci docteur Rachel. Céline Merci Hernandez. Rachel. On reviendra sur certains points que vous avez évoqués, Rachel, entre autres le référent moustique par établissement, parce que je pense que c'est un point qui mérite d'être développé. On va laisser la place maintenant au docteur Céline Hernandez, qui est PH à l'équipe opérationnelle d'hygiène de Strasbourg, et qui va nous faire un topo sur les précautions pour la prise en charge des patients atteints d'arbovirose transmissible par moustique tigre. À toi, Rachel. À toi, Céline, pardon. Alors merci, je vais tenter un partage. Ça fonctionne, Céline, il n'y a plus qu'à mettre en mode plein écran et c'est parfait. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour l'instant, c'est pas en mode plein écran, mais c'est visible quand même, mais c'est pas en plein écran. Je pense que c'est un problème de double écran. Ça reste visible, hein, même si c'est pas en plein écran, on arrive à lire, hein. Si on n'y arrive pas, si tu n'y arrives pas. Non, je pense que je ne vais pas pouvoir faire mieux. Je peux vous l'agrandir. Voilà.
C'est lisible, hein. Ok, bon, bah écoutez, Merci. je vous propose de faire comme ça, hein. Donc, je vous remercie pour cette invitation à parler de notre expérience concernant la prévention et la prise en charge des patients atteints d'arbovirus transmissible. C'est une menace qui est relativement récente, hein, on l'a dit, puisque dans le Bas-Rhin, c'est uniquement depuis 2014 qu'on a ces problèmes de colonisation. À Strasbourg, et en particulier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, on a connu au tout départ une situation qui était relativement plus facile à gérer, puisqu'on avait un seul site qui était colonisé, qui est le site du CMCO à Schiltigheim, qui pouvait nous permettre, si on avait des patientes prises en charge sur ce site, qui est un site de gynécologie obstétrique, éventuellement de pouvoir les transférer dans un autre établissement non concerné si elles étaient porteuses d'une de ces arboviroses transmissibles par le moustique tigre. Donc on avait une situation qui pouvait nous permettre à l'époque de transférer la personne dans un service miroir, une possibilité que nous n'avons plus puisque maintenant tous nos sites sont concernés par la colonisation ou par le moustique tigre. Mais peut-être que certains d'entre vous auront encore cette possibilité de transférer des patients et de les mettre hors zone colonisée. Donc, pour lutter contre ce risque lié au moustique tigre, nous avons recruté tous nos collègues, hein, parasitologues, entomologistes, les virologues, les infectiologues, bien sûr l'équipe opérationnelle d'hygiène, et puis des personnes avec qui on échangeait un petit peu moins sur ce sujet espace vert, on va dire, donc toutes les personnes du service environnement qu'on côtoyait plutôt pour les problèmes de déchets, et avec qui donc, nous nous sommes mis autour d'une table pour ce problème de lutte contre le moustique tigre, ainsi que l'opérateur dont on a parlé, l'opérateur de lutte antivectorielle, donc pour nous le SLM 67, et puis les représentants de l'ARS. Donc avec deux axes de travail dans l'établissement, la lutte antivectorielle et puis la protection des patients virémiques qui seraient hospitalisés dans notre établissement. Donc il s'agit de créer des outils pour notre établissement autour du patient qui est hospitalisé et qui est virémique, en période d'activité du moustique, donc on l'a bien répété, de mai à novembre, et qu'il va s'agir de protéger contre les piqûres de moustiques. Et donc au départ, on a fait appel à l'expérience d'établissements du sud de la France, et Nice en particulier, qui avaient déjà des protocoles et puis qui avaient cette expérience beaucoup plus avancée que la nôtre. Donc, je vous ai parlé de notre situation initiale qui était assez favorable pour nous, de par le fait qu'on avait un seul site qui était concerné, et puis notre service, des services les plus à risque en dehors de celui-ci, n'était pas dans la zone colonisée, et ce n'est plus le cas. Donc, nos consignes, ce qu'on dit depuis le début de cette colonisation, jusqu'à 7 jours après l'apparition de la fièvre, on est dans la phase de virémie. Donc, l'hospitalisation se fait préférentiellement en chambre individuelle avec la fenêtre fermée. Tous nos sites ne disposent pas d'une climatisation. Nous pouvons avoir des sites où il y a une ventilation tout à fait naturelle, et à ce moment-là, on aura plutôt des ventilateurs ou des petits climatiseurs mobiles. Et d'autres sites n'ont qu'un rafraîchissement de l'atmosphère et n'ont pas une vraie climatisation. Avant l'âge de la marche, on propose l'utilisation d'une moustiquaire de berceau, et le site de Schiltigheim est équipé de moustiquaires de berceau qui peuvent être utilisées. Elles ont aussi une climatisation et des fenêtres qui sont fermées. Alors, le problème de la moustiquaire et pourquoi avant l'âge de la marche, c'est le danger pour un enfant ou un adulte qui pourrait être confus de s'étrangler avec une moustiquaire qui s'enroulerait autour de son cou. Donc, attention à ne pas remplacer un risque par un autre. Et donc, nos moustiquaires sont strictement réservées chez nous pour les berceaux. Donc, au-delà, nous utilisons, comme l'a dit Rachel, hein, les diffuseurs d'insecticides en les mettant hors de portée, et puis le répulsif cutané pour les zones découvertes. Et puis, si le patient sort, il part avec son petit flacon de répulsif en talc. Alors, pour le choix des produits, ce qu'on peut en dire, effectivement, nous aussi, nous nous reportons aux recommandations aux voyageurs. Il est très important de respecter les précautions d'emploi et d'utiliser quelque chose qui soit vraiment efficace. Donc, le choix pouvait se porter sur le DEET ou sur l'IR 3535. Alors, nous avons choisi de prendre de l'IR 3535 parce que l'utilisation est plus simple. On peut l'utiliser chez l'enfant, suivant les concentrations, chez l'enfant à partir de 24 mois.
Et puis, il est moins irritant que le DEET et il ne fait pas fondre le plastique des lunettes comme le DEET. Donc, on a plutôt tendance, nous, à prendre de l'IR3535, mais ces deux produits sont efficaces. Il nous faut partager l'information et puis il nous faut entretenir les connaissances autour de cette pathologie qui est quand même assez fréquente d'importation, mais qui n'a pas encore connu de diffusion autochtone dans la région. Donc nous nous rencontrons, on se rencontrait une fois, on se rencontre maintenant 2 fois par an avec toutes les personnes que j'ai pu vous citer. Tous les ans, nous produisons une newsletter, celle de 2025 est partie d'ailleurs ce matin. Et pour retrouver toutes ces informations, nous avons une page dédiée sur l'intranet de notre établissement. Donc, un exemple de la petite newsletter qui est envoyée par mail à tous les professionnels de santé et autres professionnels, notamment des services techniques. Ça, c'est celle de l'année dernière. Alors, une difficulté, ça va être de tenir le matériel à disposition des services, puisque on ne sait pas quand un service peut accueillir une personne qui serait atteinte d'une arbovirus transmissible. Or, pour les produits que nous utilisons, les répulsifs cutanés ou les insecticides sont des produits qui ont des dates de péremption courtes. Et on va en avoir besoin, bien sûr, à la minute pour équiper une chambre. Donc, certains services qui sont en première ligne, comme le service des maladies infectieuses et tropicales, et les services historiquement touchés ont leur propre stock. Et puis, comment faire pour être sûr que tout le monde en a alors que ça se périme facilement? On a tablé sur une organisation qu'on a déjà avec des kits d'équipements de protection individuelle pour des fièvres hémorragiques virales, donc nos kits Ebola, qui sont confiés au service de la sécurité. On fait la même chose pour le moustique tigre. Donc, le service de la sécurité a la gentillesse d'héberger sur nos principaux sites un petit stock de kits, donc en fait des sacoches dans lesquelles on va avoir les répulsifs, les diffuseurs d'insecticides. C'est nous qui gérons ces kits qui sont étiquetés avec les dates de péremption et avec le contenu et avec une petite étiquette qui demande à ce qu'on nous prévienne s'ils ont été utilisés. Et le service de la sécurité, qui est présent bien sûr H24 sur les sites, va pouvoir donner ce kit au service qui en fait la demande. L'encadrement du service demande un kit, on lui donne un kit. Comme ça, il a un produit qui est toujours disponible et à jour. Et il n'a pas besoin d'aller se servir chez des collègues, par exemple, de maladies infectieuses et tropicales. Alors, sur l'aspect environnemental, on en a parlé un peu. Donc, mes agents des Espérance sont formés et sensibilisés, formés notamment par l'opérateur SLM67. Les gîtes non suppressibles dans lesquels on pourrait trouver des larves, les gîtes de ponte, donc, sont cartographiés, ils sont traités. Et effectivement, les agents des espaces verts qui font ces traitements ont le certificat Certibiocide pour le faire, pour faire ce traitement biologique. Une difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'il pleut, quand on rencontre un printemps ou un été pluvieux, il faut refaire ces traitements. Donc ça, techniquement, c'est une difficulté. Le SLM67, donc l'opérateur de démoustication, va installer les pièges pondoirs pour surveiller la période d'activité et l'intensité de l'infestation, qui vont le faire cette année autour des services d'accueil des urgences de notre établissement comme des autres établissements du Bas-Rhin. Le plan d'intervention dont on a pu parler, les plans d'intervention sont prêts au cas où il y aurait besoin d'une action contre les adultes autour d'un cas de dingue qui aurait pu être piqué par des moustiques chez nous. Et nous allons expérimenter les pièges passifs à la gluce. Il ne va pas encore déployer, mais ça va être le cas cette année. Donc des vrais pièges à visée de destruction de moustiques femelles qui viendraient y pondre et qui resteraient collés sur la glu de ces pièges. Ça, nous n'avons pas encore d'expérience, mais nous pourrons partager plus tard ce que ça a pu donner sur l'année 2025. Donc la difficulté, c'est qu'il faut maintenir une sensibilisation alors qu'on n'a pas de cas autochtones. Je pense que les collègues médecins et soignants en PACA ou en Occitanie sont bien sensibilisés à ce risque. C'est peut-être plus difficile à nous. Imaginez une personne qui n'a pas voyagé et qui a des signes compatibles avec une arbovirose. Les mesures de protection quand on n'est pas en stade épidémique autochtone, c'est pas évident à comprendre. Tout le monde comprend que si on va à La Réunion, il y a une épidémie de chikungunya
Donc, on va se protéger soi-même contre les piqûres de moustiques pour ne pas l'attraper. Par contre, c'est plus délicat d'expliquer que, en fait, nous, ce qu'on va protéger, c'est les moustiques, en fait. C'est-à-dire que pour le moment, quand on a un patient qui est hospitalisé avec une arbovirose, on va éviter qu'il se fasse piquer par les moustiques alors que lui, il est déjà malade, pour que le moustique ne soit pas un vecteur de la maladie et ne le transfère pas vers des personnes saines. Donc ça, c'est pas intuitif et ça mérite qu'on le répète. Donc, on entretient les connaissances. Alors, sur le terrain, quand il y a un cas d'arbovirose qui est hospitalisé, on ne pense pas forcément à l'hygiéniste de l'établissement. Il faut savoir que le bon relais sur le terrain, ça va être les infectiologues beaucoup, ça va être les virologues, ça va être les parasitologues, alors pas tant dans l'aspect entomologiste, mais les parasitologues parce qu'ils vont être sollicités pour faire le diagnostic de paludisme. Et que quand on a un diagnostic de paludisme négatif, il faut penser aux arboviroses, parce qu'on va être dans la même zone de distribution de ces maladies. Donc parfois, le diagnostic d'arbovirose est récupéré par le parasitologue qui dit ce n'est pas un paludisme, pensez aux autres arboviroses. Et ça va être les personnes qui vont être en première ligne plutôt que les hygiénistes, en tout cas dans l'idée de nos collègues, dans l'idée que nos collègues se font des arboviroses. Donc ensuite, l'étape, ça fait maintenant 10 ans que notre région est colonisée. Donc à chaque fois, la question qu'on se repose, est-ce qu'on en fait assez ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut élargir nos stocks prépositionnés? Est-ce qu'il faut avoir plus de diffuseurs d'insecticides, non pas pour lutter contre les nuisances, mais cette fois-ci vraiment pour protéger les personnes dans les salles d'attente, notamment des urgences? À chaque fois, on se le redemande plusieurs fois pendant la saison. Est-ce que maintenant, on y va et on met plus de moyens? Est-ce qu'on met plus de pièges? Ça, je pourrais vous dire comment ils ont fonctionné ultérieurement. Les moustiquaires de fenêtre, est-ce qu'on installe des moustiquaires de fenêtre? Alors, il y a une petite discussion sur les moustiquaires de fenêtre avec notre sécurité incendie. Là encore, il ne faut pas créer un risque pour un autre. Il ne faut pas qu'on ait des moustiquaires de fenêtre susceptibles de propager l'incendie. Là, je vous livre tel que nous le disent les spécialistes de la sécurité incendie. Ça, je ne maîtrise pas ce sujet du choix de la moustiquaire. Et puis toujours faire la chasse aux gîtes larvaires. Vous avez vu les plots de chantier qui se remplissent d'eau et qui sont parfois oubliés par les entreprises et qu'on découvre un petit peu par hasard alors que notre service environnement a été, lui, vertueux pour éliminer les gîtes larvaires. Et puis on peut avoir des surprises et ça, du coup, ça mérite des inspections tout à fait régulières. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Céline, merci aux 5 intervenants. Je crois que maintenant on va pouvoir passer à la discussion. Il y a des questions sur le chat, hein. Monsieur Malcal, vous ne vouliez pas intervenir pour citer les questions? Je le fais comme vous voulez. Oui, on a des questions sur le chat, ouais, donc je vais pouvoir vous les donner. Donc on a Aloreur Ninger qui nous demande en matière de prévention du risque, que penser des pièges à CO2 qui fleurissent sur le marché actuellement? Peut-être Benjamin Vin pourrait peut-être répondre s'il est encore parmi nous. Oui, il est parmi nous. Je ne suis pas expert du sujet des pièges à bulbes, mais les quelques retours que l'on a, c'est que c'est pas d'une efficacité non plus extraordinaire. Ça sera toujours plus efficace de lutter à la source en faisant la chasse aux gîtes larvaires. Voilà, en tout cas, nous, c'est ce sur quoi on insiste. Bon, je sais il y a pu avoir, même dans la région, hein, des études qui ont été réalisées par nos opérateurs de démoustication. Donc, j'ai pas pris connaissance en détail, mais il me semble quand même que la conclusion, c'était que c'était pas forcément la panacée. Et pour le moment, nous, on insistera toujours sur les bons gestes de prévention. Voilà, agir sur les gîtes larvaires pour limiter la prolifération. Avec un coût qui n'est pas négligeable en plus, hein, pour couvrir des grandes surfaces d'établissement. Ok, merci Benjamin. On avait une autre question de I. Gantois. Sur le Grand Est ou le territoire national, des cas ont-ils déjà été signalés en EHPAD? Delphine, alors, peut-être Delphine.
Oui, oui. Alors, je ne sais pas si on parle de cas importés ou autochtones. En tout cas, si on parle de cas autochtones, bon, bah, on n'en a pas eu, hein, du coup, sur le Grand Est. Dans les autres régions, j'en ai pas eu connaissance. Je pense que c'est peut-être une situation tout de même qui nous aura été dite lors de nos réunions nationales de bilan avec Santé publique France. Donc, on n'a pas connaissance de ça, en tout cas, pour les cas autochtones. Et pour des cas importés sur le Grand Est, de résidents en EHPAD, on n'en a pas eu. Enfin, je ne sais pas, Olivier, ce que tu en penses, ou Ulvia. Moi, ça ne me dit rien, en tout cas. Non, On n'en a pas eu. j'ai pas d'impression qu'on a eu Non, quand pas elle eu. n'est pas, ouais, parce que Ça aurait été compliqué, et je pense ouais. que Benjamin aussi aurait été sollicité là-dessus en matière de lutte antivectorielle. En revanche, ce qu'on peut avoir, ce n'est pas des cas qui sont en EHPAD, mais on peut faire des actions de lutte antivectorielle avec l'EHPAD qui est dans la zone en fait, de démoustication. Et c'est là où nous, Veille sanitaire, on va prendre contact avec vous pour vous informer. Par ailleurs, vous avez déjà eu l'information par l'opérateur de démoustication, puisqu'ils font des opérations de boîtage. Mais nous, on va encore venir derrière vous expliquer qu'il faut bien ranger tout le matériel présent à l'extérieur et bien dire à vos résidents de garder la fenêtre fermée lorsque l'opération se fera. Merci. Question suivante de Alexia Claudel. Existe-t-il des flyers simples, explicatifs, à destination des publics, principalement âgés? Rachel ou Céline, peut-être que vous avez des éléments de réponse. Moi, je pense qu'il faut regarder sur des sites grand public, peut-être. Bon, moi, c'est vrai il existe beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes peut-être à même de voir si ces flyers qui existent sur des sites comme l'ARS Santé publique France, le Haut Conseil, sont adaptés à vos publics, hein. Mais oui, je pense il existe quand même beaucoup de choses sur le sujet, hein. Je sais pas, Delphine, si vous avez quelque chose de récent et Non, je confirme. En fait, il y a énormément de supports, d'autant plus que chaque opérateur en démoustication fait aussi des flyers. Et puis nous, au niveau de l'ARS, on a cette carte postale donc sur le moustique tigre. Ensuite, il y a aussi des mairies qui font des flyers. Donc, il faut voir, je ne sais pas dans quelle commune vous êtes, mais je sais que Strasbourg, ils sont hyper proactifs. Ils ont fait vraiment des super flyers très simples. Donc, voilà. en ce moment, à Strasbourg, il y a vraiment une grosse campagne d'affichage avec un beau moustique tigre sur des panneaux publicitaires, donc on ne peut pas louper ça. Ok, merci. Question suivante pour Céline Hernandez. Par qui sont distribués les kits pendant les week-ends des jours fériés? Alors, c'est la raison pour laquelle les kits sont confiés à la sécurité incendie, à la sécurité, pardon, sécurité et sûreté, parce qu'il y a il y a une astreinte permanente de ces personnels et que du coup, ils peuvent être récupérés à tout moment. On peut imaginer on aurait pu imaginer une organisation différente, hein. On aurait pu imaginer les confier au service d'accueil des urgences, mais ça leur fait du travail, ça peut les déranger dans une activité qui est déjà lourde. Et très aimablement, le service de la sécurité a accepté de conserver ses kits et d'être la personne qu'on dérangera quand on en a besoin. Merci. Merci. On a une question suivante de l'EPSM de Metz Jury qui nous demande quelle concentration d'icaridine est recommandée. Je pense qu'on n'aura pas la réponse, hein. Il faut se référer à la notice, je pense, du produit. Et Juste vous pouvez pour information, vous aurez la liste de tous les produits dans les recos voyageurs. Les recos voyageurs est mise à jour annuellement et sa diffusion se fait en juin de chaque année dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Donc le mois prochain, vous devriez avoir en accès libre le bulletin épidémiologique hebdomadaire spécial recommandations voyageurs et donc il suffira de se reporter au chapitre concerné et vous aurez la liste des produits qui apparaîtra. Donc,
wait and see, attendre et voir. Mais sinon, vous pouvez aller voir sur celui de 2024. Hein, il sera pas très différent, j'imagine, en 2025. Ok, pour l'instant, on Moi, n'a je, pas d'autres j'avais questions là sur le chat. Ouais, Loïc, je te Ouais, laisse. j'avais une question. Enfin, une question, c'est plus une question d'ordre général. On a parlé, c'est Rachel qui a parlé du référent moustique dans les établissements. Est-ce que c'est une notion qui est bien comprise par l'ensemble des établissements? Est-ce que ça concerne que les établissements de santé ou les établissements aussi médico-sociaux? Qui est le plus à même d'être le référent moustique? Et est-ce que c'est pas encore un référent de plus dans les établissements? Parce qu'il y a déjà beaucoup de référents. J'ai pas l'impression que ce soit une notion, alors peut-être qu'à Strasbourg, et Céline pourra nous donner son expertise, mais j'ai pas l'impression que cette notion de référent moustique soit quelque chose de bien connu dans nos établissements de santé et médico-sociaux. Peut-être Rachel puis Céline, ou Céline puis Rachel. Égal. Pardon. Donc, Vas-y. donc moi, si j'ai bien compris, il faut vraiment un référent dans toutes les structures. Et vraiment, si la structure est petite, ça va dépendre des forces en puissance, hein, mais c'est en présence. Mais ça peut être aussi bien le directeur enfin, en général, c'est le directeur de l'établissement qui nomme ce référent, mais ça peut être lui-même, hein, si jamais la capacité de l'établissement ne permet pas une autre personne. Et il collige les infos, les actions auprès du service environnement, auprès des forces en puissance qu'il a, du comité qui peut mettre en œuvre. Hein. C'est vraiment, ça va vraiment dépendre de la taille de l'établissement. Hein. Christelle Beauchâteau nous dit qu'à Colmar, c'est une personne des services techniques, effectivement, ça peut être. Mais j'ai pas l'impression que la communication, ou je me trompe peut-être, a été forcément très importante sur le sujet, mais je dois me tromper. Céline, pour les us, comment ça se passe? Alors pour les us, il y a effectivement un référent moustique qui, qui est parasitologue, qui est le docteur Alexander Pfaff, et qui donc fait partie de ce groupe, mène ce groupe, les réunions qu'on peut avoir 2 fois par an maintenant avec ce groupe pluriprofessionnel. Il y a une main qui est levée de monsieur ou madame Gantois. Exprimez-vous. Si vous avez tout à fait la possibilité de vous exprimer. Oui, bonjour. En fait, c'est moi qui ai posé la question sur les éventuels cas déjà déclarés en EHPAD et c'est un petit peu ce qui était derrière ma question. C'est vrai que j'ai pas notion que les EHPAD aient eu des consignes particulières pour nommer un référent de lutte antivectorielle ou de lutte anti-moustique. Et c'est aussi la question que je me demandais, quoi. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà dans les EHPAD qu'on sensibilise le personnel et puis éventuellement qu'on ait un référent pour vérifier sur les abords de l'EHPAD qu'il n'y ait pas de l'eau stagnante, enfin voilà, des situations qui pourraient favoriser une colonisation par des moustiques. Mais vous avez raison, hein, moi aussi j'ai cette notion, et peut-être que c'est notre rôle et celui de l'ARS de refaire une sensibilisation de l'ensemble des établissements au fait de nommer ou de se doter d'un référent moustique dans chaque établissement. Il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'information. Je ne suis pas sûr que l'information ait été optimum, à mon avis, on peut l'améliorer. Je dis ça côté CEPIA, je ne me permettrai pas de dire ça côté ARS. Après, si je peux juste rajouter, Ouais. Allez-y, Delphine. C'était juste, je pense que l'information, peut-être qu'elle passe aussi côté ARS, parce qu'on informe tout de même lors de nos courriers en début de saison. Ce qui est compliqué, et ça a bien été montré par Benjamin lors de sa présentation, c'est que vraiment notre situation en Grand Est, elle est extrêmement hétérogène. Vous voyez que vraiment, c'est l'Alsace qui est très concernée, en plus depuis 10 ans. Donc, du coup, on voit que l'EOH des US avec Dr Hernandez, ils sont vraiment au taquet. Voilà, là-dessus, ils maîtrisent bien le sujet. Alors que c'est sûr qu'un établissement sanitaire ou même un EHPAD qui est dans les Ardennes, par exemple, ne se sent pas forcément non plus très concerné, ce qu'on peut comprendre. Donc là, l'objectif, c'était vraiment essayer d'acculturer et de sensibiliser du coup tous les EHPAD qui pour l'instant n'ont pas leur moustique sur leur territoire, mais fatalement, on sait que ça va arriver. Donc prendre vraiment cette nouvelle problématique au plus tôt, quoi. Donc il y a peut-être ce biais-là aussi, du fait qu'on ne se sent pas forcément concerné. C'est vrai qu'il y a une dichotomie entre l'Alsace et le reste de la région. Clairement. Mais Madame Steiner, Tiffany, fait une note que le risque vectoriel est dans le damery.
Donc, du coup, effectivement, c'est quand même pas une notion totalement étrangère, hein, et la notion de référent n'est pas totalement étrangère. Je pense qu'il y a une question pour Madame Alizada, pour le docteur Alizada, sur les vaccins qui est posée. C'est vrai qu'il y a une polémique sur le vaccin de chikungunya ces derniers jours, ces dernières semaines, hein. Que penser des vaccins? Pour chikungunya, vu qu'il y avait des décès suite à vaccination, donc il a des indications très limitées. C'est pas recommandé pour tous les voyageurs. Mais on reçoit régulièrement des questions concernant les vaccins et dans ce cas-là, on les oriente vers le centre de vaccination international qui sont spécialistes du domaine. Mais je sais que c'est pas systématique et on recommande pas systématiquement. D'ailleurs, en dehors de l'île de la Réunion, est-ce qu'il y a eu des campagnes de vaccination de masse? Je ne crois pas. Non. Peut-être sur les Antilles et Martinique et Guadeloupe à un moment, mais même pas. Je pense qu'il n'y a eu que l'île de la Réunion qui a été concernée par la Bon, vaccination contre le en chikungunya. tout cas, sur le territoire hexagonal, de France hexagonale, j'ai pas de notion de campagne de vaccination collective. Il est 15h48, on avait dit 1h30, 1h30, 2h. On est bien dans le timing. Est-ce qu'il y a encore des questions, sachant que le film de la visio sera disponible en replay, et si les auteurs des 5 interventions nous l'autorisent, on mettra les diaporamas en PDF sur le site du CEPIAS pour que vous puissiez y avoir accès. Avez-vous d'autres questions sur ces arboviroses et sur le moustique tigre? On n'a pas parlé du virus Europush, mais c'est normal parce que c'est pas le moustique tigre qui est le vecteur d'Europush, mais c'est vrai qu'Europush commence aussi à être une problématique. Alors pas trop dans l'Hexagone, mais au niveau mondial, on a de plus en plus d'infections Europush. Bon, c'est un autre sujet qui est peut-être un petit peu hors sujet aujourd'hui, hein. On en reste là? Merci. En tout cas, il y avait, je crois, 77, 75 personnes qui ont participé à ce webinaire. Merci, Monsieur Vin, Delphine, Rachel, Céline, Docteur Alizada pour vos interventions. Merci aux personnes qui ont participé. Merci, Monsieur Catch. Je ne vous ai pas oublié, Monsieur Catch, excusez-moi. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous. Rendez-vous dans 3 ans. Au revoir. Au revoir.